Alors, on avait prévu ensuite que Catherine Ducommun nous fasse un exposé qui, à mon avis, sera dans la continuité, mais avec un point de vue outre-Atlantique, on va dire, suisse-outre-Atlantique, Helvéto, Suisse-Atlantique. La question que j'avais posée, on s'était posé parce qu'avec certains étudiants ici, on s'était posé la question il y a quelques années, mais comment ça se fait que finalement la psychose qui était au démarrage de ces histoires de thérapie familiale systémique, aujourd'hui, ça devient quoi? Où est-ce qu'on en est finalement dans la psychiatrie de cette question de la psychose? Est-ce que c'est finalement aussi important? Est-ce que vraiment il y a eu un déploiement et tout ça? Et donc quand on discutait de ça avec Catherine, Catherine disait, mais en fait, dès le départ, aux États-Unis même, il y a eu un grand débat sur cette question de psychose et de famille et d'environnement. Et donc j'ai dit, c'est formidable ça, tu pourrais nous faire peut-être quelque chose autour de ça et pouvoir peut-être développer sur la position de ce débat aux États-Unis. Alors, merci beaucoup. Donc, merci encore une fois à Serge Esco pour l'invitation à participer à ce congrès et effectivement à entrer dans ce sujet. Et je veux dire que je vais faire un commentaire sur la présentation précédente. Juste Catherine, oui. Je te coupe la parole, oui. Je ne t'ai pas présentée. Oh. Alors je fais comme si tout le monde te connaissait, ce n'est pas forcément évident. J'ajoute au départ que je suis contente d'être présentée comme helvète, parce que je suis en fait une helvète, je viens de Suisse romande, et si Jules César n'avait pas coupé le pont à Genève, je serais maintenant dans la région du sud-ouest de la France. Ça s'entend un peu à l'accent, mais... Ok, donc Catherine Ducommun-Nadj est professeure de psychiatrie à la thérapie familiale. D'accord, psychiatre, pédopsychiatre. Alors je sais que vous avez des termes en Suisse tout à fait compliqués pour moi, mais vous les direz. Et qui a enseigné la thérapie contextuelle et la thérapie familiale à l'université de Philadelphie, et qui maintenant continue à faire des tournées européennes régulières pour, comme elle dit, être VRP de la thérapie contextuelle. VRP, on peut dire ça? C'est représentant à domicile. Représentant à domicile de la thérapie contextuelle. Porte-à-porte de la thérapie contextuelle. C'est ça. Et voilà, pour moi, c'est très très important que la thérapie contextuelle soit aussi présente dans cette manifestation sur les thérapies familiales et les pratiques avec les familles. C'est un courant qui, à mon avis, inspire les thérapies familiales, mais qui est peut-être parfois mis un peu de côté quand on présente les thérapies familiales. Donc je trouve très très intéressant qu'on ait aussi ce point de vue-là. Bien, je te laisse la parole. Alors, merci. Alors, juste simplement pour préciser, en ce qui concerne en particulier les titres de ma fonction de psychiatre en Suisse, donc j'ai un FMH, donc c'est FMH qui a le H pour helvète, puisque la Suisse n'est pas un pays, mais une confédération helvétique. Et donc, le FMH en psychiatrie ou pédopsychiatrie en Suisse, la spécialisation, requiert des psychiatres une formation complète en psychothérapie. Et à l'école, on a 3 courants. C'est le courant d'inspiration psychanalytique, le courant TCC, on dit ça aussi en français, je suppose, et le courant systémique. Donc, c'est une particularité de la formation des psychiatres suisses, de l'exigence d'une formation formelle en psychothérapie qui fait partie du titre. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une chose qu'on ne retrouve pas dans les autres formations de psychiatres en Europe, et qu'il y a même des problèmes pour des psychiatres européens qui viennent travailler en Suisse, de savoir si on doit les exiger qu'ils fassent cette formation en psychothérapie ou on peut les accepter sans autre, ce qui créerait un différentiel avec les psychiatres suisses. Donc ça, c'est une partie importante, cette idée que intrinsèquement, le psychiatre suisse doit être aussi un psychothérapeute. Maintenant, d'autre part, et non pas un neuropsychiatre. D'ailleurs, je suis à peu près nulle en neurologie, si ce n'est que j'avais un professeur de neurologie qui avait un tel préjudice contre les Italiens qui m'a laissé seule avec ma patiente italienne qui rentrait d'une visite chez un professeur à Milan. Et donc, j'ai traduit la consultation d'italien en français du professeur de Milan et j'ai fait la note maximum en neurologie parce que mon prof n'était pas resté pendant que je parlais à ma patiente italienne. Donc ça, c'est les préjudices de l'époque. Donc, je vais parler aujourd'hui de cette question qui m'a interpellée à plusieurs reprises, qui est justement que par contraste à l'idée de ce que le psychiatre est aussi un psychothérapeute,
qu'est-ce qui se passe justement en thérapie familiale avec le fait qu'en fait, les psychiatres ont abandonné pour beaucoup le champ de la thérapie familiale et dans la pratique courante, en particulier aux États-Unis, et d'autre part, les thérapeutes de famille qui ne sont pas psychiatres tendent à avoir abandonné les patients psychotiques. Et c'est un petit peu de ça que je vais parler. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire un commentaire sur la présentation de tout à l'heure, parce qu'elle m'a en fait rouvert un univers qui était celui de ma formation en Suisse à Prangin, où Rakamier avait travaillé bien avant que j'y arrive. Et en fait, toutes ces citations que vous avez faites me renvoient à un monde que j'ai un peu trop peut-être abandonné, enfin, où il s'est produit une sorte de séparation des voix entre mes collègues qui restaient dans ces lectures. On avait toutes ces lectures dans nos formations en psychothérapie, puisque j'avais suivi au départ la ligne de psychothérapie non systémique dans la formation à Prangin. Et puis ensuite, la rencontre avec la thérapie contextuelle, mon départ aux États-Unis et mon investissement de la thérapie contextuelle. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup de m'avoir réouvert cet univers dont on a tendance justement dans le monde de la thérapie systémique à l'oublier. Alors, j'apprécie vraiment beaucoup. Alors, et puis j'apprécie aussi la manière française de parler, entre mon accent suisseau-américain et le reste, que je pourrais venir pour les cours d'élocution. Voilà. Alors, si jamais j'utilise des mots que vous ne comprenez pas, levez la main comme chez le dentiste. Donc, je compterai en Suisse. Alors, un élément pour revenir à la question de Serge Esco, c'est que je me trouvais dans une situation où j'allais préparer un programme de thérapie contextuelle avec un groupe, une association sous-nationale de thérapie familiale, et j'avais justement l'intention de parler de la contribution de la thérapie contextuelle au traitement des patients, des malades mentaux avec des maladies mentales sévères, comme la schizophrénie, la maladie bipolaire, des situations de ce genre. Et on m'a dit non, on ne peut pas entrer dans ce sujet parce que sinon il y aura très très peu de monde. Parce que chez nous, les psychiatres, en fait, déconseillent la thérapie de famille à moins que les patients soient vraiment, vraiment stabilisés. Et nous, on ne voit pas ces patients plus lourds puisqu'ils sont en fait traités par des psychiatres. Et donc ça, j'ai trouvé très, très dommage parce que justement, mais ça, je laisserai pour la deuxième partie tout à l'heure dans le symposium, de vous montrer plus précisément les contributions de la thérapie contextuelle pour le travail dans le domaine des maladies mentales sévères et ensuite de cette espèce d'activité que je vais décrire de psychiatre de famille, comme on est un petit peu médecin de famille. Et ça sera la particularité de la suite de ma présentation. Alors, pour en venir maintenant au débat aux États-Unis, je vais vous donner déjà quelques chiffres qui en sont les conséquences de ce débat. L'Association américaine de thérapie, l'Association américaine de psychiatrie, APA, American Psychiatry Association, compte 35 000 membres aujourd'hui pour les États-Unis. Donc. Et dans ces il y a 35 000 psychiatres. L'Association des psychiatres thérapeutes de famille, donc de psychiatres qui se sont regroupés en tant que psychiatres pratiquant la thérapie familiale en association. Je viens de regarder la liste hier soir, il y a moins de 100 personnes. Si on déduit quelques membres étrangers et quelques psychologues qui travaillent vraiment dans le domaine de la psychiatrie, même comme professeurs de psychiatrie, dans des départements de psychiatrie qui seraient un petit peu, ce n'est pas tout à fait votre profil, mais disons dans cette direction. Si on enlève ces personnes-là qui sont admises dans cette association, on est à moins de 100 personnes sur 37 000. 37 000 membres, et de ces 37 000, moins de 100, je dirais, si on enlève, je dirais peut-être 80 environ, qui sont vraiment des psychiatres membres de cette association qui se reconnaissent comme thérapeutes familiaux. Ça fait pas beaucoup. Si maintenant on ajoutait, alors à ce moment-là, le fait qu'il y a des associations, donc on connaît ici à travers l'EFTA, les associations, je dirais, parallèles aux États-Unis, ça veut dire l'AFTA, l'American Family Therapy Academy, le EMFT,
qui est l'American Marriage and Family Therapy Association. Si on ajoute les chiffres par rapport à ces gens-là, on arrive, ils ont, je pense, en tout une cinquantaine enfin peut-être 40 000 membres. On arrive à 80 000 assez facilement pour le tout. En plus, il y a l'association californienne de thérapie familiale qui est séparée. Si on suppose qu'en fait, les membres, les psychiatres, comme moi, par exemple, je suis membre de toutes ces associations. Donc, ça veut dire qu'on retrouvera les psychiatres dans ces grandes associations. On reste toujours au même chiffre, hein, peut-être de 50, peut-être 80, dans tout l'entier de ces 80 000 membres qui se situent comme psychiatres, thérapeutes de famille. Donc c'est quand même assez effarant. Et donc se poser cette question de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la mesure où au départ, ce sont essentiellement des psychiatres qui ont été, à part le groupe de Palo Alto d'une manière tout à fait spécifique, mais dans l'ensemble des fondateurs du mouvement de la thérapie familiale, on retrouve quand même beaucoup de psychiatres. Hein. Si on pense à Bowen, on en a parlé, à Lyman Wynne, Leeds, on pense à donc Minuchin, si on pense à Whitaker, si on pense à, bien sûr, donc, je suis la veuve d'Ivan Bozomeninaji, si on pense à lui. Dans son équipe, d'ailleurs, il avait moins de psychiatres que de non-psychiatres, ce qui est intéressant. Et on lui avait même fait le reproche à l'époque de ce qu'il était un des premiers à avoir invité des non-psychiatres à rencontrer les familles avec lui, donc les infirmières, quelques infirmières, psychologue James Fremo, qui a aussi écrit, qui a participé aux premiers ouvrages sur la thérapie familiale. Donc, à quelque part, quelle est cette histoire que ce mouvement change tout d'un coup vers de sortir totalement du champ de la psychiatrie, d'une part, dans l'ensemble, et d'autre part, qui vraiment maintenant, si on regarde l'activité des thérapeutes aux États-Unis, n'est pas du tout dans le champ de l'abord de front avec une offre de services directs par rapport aux troubles mentaux majeurs. Donc ça veut dire qu'il y a par exemple des tas de thérapeutes de famille qui rencontrent des schizophrènes en fin de parcours dans des services d'assistance, des services de santé mentale. Mais en fait, c'est des thérapies presque de soutien, mais il n'y a pas du tout d'intention d'entrer dans cette situation clinique avec l'idée de vraiment changer quelque chose à la à la condition du patient, donc diagnostic. Et donc là, on peut se poser différentes questions. Alors, vous avez tout à l'heure repris toute la liste de toutes ces théories ces théories, je dirais, psychodynamiques, si on peut les résumer en gros, sur l'origine de la psychose. Au départ, j'aurais voulu vous faire un petit peu une liste de ces théories dans le cadre de l'histoire de la thérapie familiale. De Bernard, on a abordé quelques-unes hier. Il y a un très bon article, un article intéressant qui est sorti dans la dernière revue de thérapie familiale d'un docteur, j'ai noté son nom ici, Pearson, qui est médecin responsable psychiatre dans une institution en Belgique. Et donc, il va reprendre aussi ces différentes hypothèses sur l'origine de la schizophrénie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est le fait qu'en blâmant indirectement avec des théories justement qui ont aussi probablement leur propre paradoxe si on les regardait dans le détail, mais en attribuant quand même une forme de causalité aux parents, moins à l'individu comme la mère schizophrénogène, l'absence du père, mais au fonctionnement de la famille. Il y a eu à un moment donné, alors là je ne vais pas reprendre trop de détails, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu à un moment donné une très forte réaction de la part des usagers de la psychiatrie, en particulier au niveau d'une association qui s'appelle National Alliance of the Mentally Ill, NAMI en abréviation, fondée en 1979, là je parle en Suisse. Et là,
un des slogans de cette organisation, qui est fondée par des usagers de la psychiatrie et qui sert les usagers de la psychiatrie, est « Toute maladie du mental est une maladie du cerveau ». Ça veut dire donc d'une exclusion de la dynamique relationnelle, de la dynamique environnementale, si on peut dire, vers une hypothèse purement neurobiologique. Alors, le slogan ne se retrouve pas dans le site à l'heure actuelle, mais il était quand même un élément très important dans ce débat. Ça veut dire, est-ce qu'on va dans la direction d'hypothèses relationnelles, environnementales et d'une sorte de responsabilité des membres de la famille dans la situation rencontrée, ou est-ce qu'ils sont complètement blanchis entièrement et pour toujours de quelque contribution à la situation clinique. Et donc là, il y a vraiment une polarisation importante et qui résulte très certainement à ce moment-là dans l'idée justement qu'on va vers des démarches psychoéducatives, des démarches où on de la psychose en tant que handicap avec la prise en charge et les soutiens à la personne handicapée par sa maladie mentale et pas tellement à voir jusqu'au bout s'il y a des éléments qu'on pourrait changer au sens de l'intervention sur la maladie mentale. Et je crois que ça, vous l'avez déjà souligné tout à l'heure en tant que ce qui se passe ici, vraisemblablement, mais alors qui est très, très, très marqué aux États-Unis. Par exemple, si on utilise... Alors, il y a deux... Ça, c'est l'organisation donc, qui avait ce slogan qui m'avait attiré l'œil. Il y a une autre association qui démarrait beaucoup plus vite que ça en 1909, qui est la Mental Health America. Il y a eu plusieurs noms. Maintenant, c'est le MHA, Mental Health America. Il y a plusieurs versions de cette organisation. Elle a été fondée au départ, ce qui est intéressant, par un patient dont le nom était Bear, qui était étudiant à Yale, qui a fait une décompensation, on parle de 1909, des années 1900, une décompensation psychiatrique qui l'a amené de type bipolaire, qui l'a amené à une institutionnalisation et à vraiment de la rencontre avec des institutions qui pouvaient être très cruelles pour les malades à l'époque. Et donc, ressortant de là, s'associant étonnamment avec le philosophe William James. Donc, j'étais très frappée de trouver ce nom à la source de cette association pour la santé mentale, et le psychiatre Adolf Meyer, qui était le fondateur de la psychiatrie moderne aux États-Unis et qui était d'origine suisse. Et donc, on voit cette association a joué un très grand rôle dans la reconnaissance, je dirais, des droits des malades mentaux, de la mise en place, en fait, d'actes du Congrès national américain pour la protection, la mise en place de services pour donc les malades mentaux. Et en fait, la NAMI, qui est arrivée plus tard, a des mêmes fondements qui sont vrais. Alors, je connais un petit peu mieux NAMI que l'autre. Et donc qui, par exemple, ont un journal qui est publié trimestriellement, si je ne me trompe pas, pour les malades mentaux, avec des ressources, avec des articles d'expérience de parcours de maladie où quelqu'un décrit son parcours, sa dernière décompensation, etc. Et donc, son expérience à entendre des voix, etc. Et donc, il y a une notion de partage de l'expérience du parcours de la psychose, de partage de l'expérience de l'usage des médicaments, des différentes difficultés par rapport à ça, des expériences professionnelles. Et donc, ce qui est, à mon avis, c'était très étonnant pour moi en tant que psychiatre de recevoir un journal destiné aux usagers avec vraiment cette compréhension vraiment de l'intérieur à quelque part, de comment les gens se présentent, discutent, etc. Donc, ce qui est frappant par rapport à ces deux sites,
c'est qu'à l'heure actuelle, si on tape ce qui est en search, donc où on met le mot dans la petite case et on presse un bouton pour voir les liens que ça amène, dans ni l'un ni l'autre des deux sites de ces associations qui sont des associations majeures, si on tape le mot thérapie familiale, on trouve quoi que ce soit. Il n'y a rien, c'est une recherche vide, ce qui est quand même assez énorme. Si on recherche, si on tape antipsychotique, on trouve. Si on tape loi pour la protection des droits des handicapés, on trouve. Et donc, il y a deux sites vides de mots thérapie familiale. Donc, par rapport à ça, c'est donc l'idée vraiment que la thérapie familiale, comme nous la comprenons, n'est pas considérée vraiment comme une ressource par ces organisations. Maintenant, quand on prend le site des thérapeutes, des psychiatres thérapeutes de famille, alors ce qu'eux décrivent n'est non plus du tout de la mouvance des hypothèses sur la psychose des grands fondateurs de la thérapie familiale. Le thème est de soutien familiaux inclusif, de psychoéducation, de consultation avec la famille, et quand c'est approprié, on dit ça en français, ça va, quand c'est approprié, éventuellement la thérapie familiale. Mais donc, même dans l'association des psychiatres thérapeutes familiales, le site indique que c'est seulement quand c'est approprié et qu'ils ne se situent pas du tout comme proposant leur service en tant que thérapeutes familiaux. Maintenant, l'idée, c'est de soutenir les gens à propos des situations de ces familles, donc de leur venir en aide. Mais il reste maintenant, dans même ce site-là, dans un modèle qui est celui du travail autour du handicap plutôt que de la causalité. Ce qui est quand même assez frappant. Alors, donc, le point que vous avez relevé tout à l'heure aussi, c'est justement en fait l'absence de vraiment recherche sur le large terme par rapport à ces idées mises en place par les fondateurs de la thérapie contextuelle, comme de la thérapie familiale en général, mais ça peut se poser aussi pour la thérapie contextuelle, en fait de recherche avec, comment ça s'appelle ça, contrôle, si on peut dire, sur des démarches, avec contrôle sur des gens qui n'ont pas reçu la même démarche, ou bien sur des études épidémiologiques, comme vous l'avez cité. Et donc, par rapport à ça, effectivement, il n'y a que très peu d'écoles de thérapie familiale qui, en fait, offrent un protocole de recherche, je dirais, étalonné, validé au sens des contrôles, au sens d'études statistiques. Et alors, le mouvement de recherche qu'on retrouve, qu'on retrouve maintenant d'une manière qui tient un petit peu la distance aux États-Unis, c'est autour des thérapies familiales liées aux théories de l'attachement. Et là, par exemple, dans le département de Drexel University, où j'enseigne encore dans une très petite mesure, il y avait donc un département qui avait un gros département de recherche dans ce domaine-là. Donc, en fait, on se retrouve ici avec les conséquences, si on veut, de ces, je dirais, certaines arrogances, à quelque part, des thérapeutes familiaux du départ. Quand je dis arrogance, c'est l'idée vraiment que la recherche propose, que l'hypothèse proposée est l'hypothèse qui va expliquer, et qu'à ce moment-là, en proposant une hypothèse, sans justement ce paradoxe qui est en fait de ne pas aller jusqu'au bout en fait de ces hypothèses, de les vérifier, d'en vérifier la cohérence au sens de l'analyse du texte, même comme vous l'avez fait pour les psychanalystes. Mais par contre, et aussi donc à partir de ce moment-là, d'une difficulté, alors en particulier la grosse difficulté du début des thérapeutes familiaux, c'est vraiment l'abandon de l'hypothèse individuelle pour l'hypothèse systémique, et donc l'abandon non seulement des hypothèses psychodynamiques dont vous avez reparlé, qui sont complètement oubliées aux États-Unis pour la plupart, et d'autre part
le manque de place pour les hypothèses psychologiques. Parce que si on parle, par exemple, de la circularité des symptômes, par exemple, du fait que la psychose est liée à des injonctions de la famille, je caricature totalement ici, mais je veux dire qu'elle est liée à la communication avec la famille, par exemple. Mais à ce moment-là, ça veut dire que, en fait, la psychose n'existe pas dans le cerveau de la personne en tant qu'une maladie, que quelque chose qui se passerait mal dans le cerveau de la personne. Et en même temps, si quelqu'un avait un handicap définitif, comme par exemple les conséquences pour la famille d'avoir dans la famille un membre avec par exemple une trisomie, eh bien là, toute injonction paradoxale et tout trouble de la communication ne changerait pas la situation, que c'est cet enfant-là qui est malade et pas les autres. Et donc par rapport à ça, parce que là il y a eu vraiment en fait une impuissance, je dirais, de la thérapie familiale classique, je dirais systémique des débuts, à offrir une aide à des familles touchées par la maladie mentale au sens d'un patient d'un membre de la famille avec une démence sénile, d'un jeune avec maladie comme le trisomie, qui sont quand même restent encore dans le domaine du retard mental, par exemple. Et donc, à ce moment-là, il y a eu un nouveau mouvement par rapport à ces situations, qui est la thérapie familiale médicale. Et d'entrer à ce moment-là dans la notion, effectivement, que le malade mental est quelqu'un qui est malade comme le patient trisomique, par exemple, et d'entrer dans des stratégies psychoéducatives et de soutien autour de la maladie. Alors, ce qui est très dommage, c'est que ça a perdu le dialogue entre les purs et durs de la théorie systémique, qui en fait sont en train de disparaître parce que justement les mouvements maintenant vont en dehors de ces hypothèses-là. Et par contre, à ce moment-là, d'oublier qu'il y a des éléments dynamiques dans la famille qui sont des facteurs précipitants ou des facteurs de persistance des symptômes ou d'échec de traitement. Et juste là, la thérapie contextuelle a pris une place particulière qui est mal connue du reste, qui est, je dirais, en miroir à quelque part avec des hypothèses multifactorielles. C'est en fait une approche qui propose une vision multidimensionnelle de la relation. Et dans ce modèle multidimensionnel reste une place pour les déterminants biologiques, pour les déterminants psychologiques, pour les déterminants systémiques, la place particulière de l'éthique relationnelle et la place particulière d'une autre dimension qu'on va appeler dimension ontique, qui est le fait que de toute relation est fondatrice de la différenciation soit autre, quelle que soit la nature et la qualité de la relation, que l'autre, la rencontre avec l'autre, dans la notion par exemple du je-tu de Buber, la rencontre avec l'autre, y compris la rencontre avec le thérapeute, est une rencontre qui fonde la continuité du soi à travers la rencontre. Et que donc il y a un élément de la fonction du thérapeute qui est oublié, qu'on ne décrit pas suffisamment, sauf dans certaines recherches, ça va tout bien, sauf dans certaines recherches, c'est la nature thérapeutique de la présence du thérapeute. Et quand on fait de la recherche, il y a certaines recherches qui ont montré, en particulier Duru à Lausanne, le professeur Duru à Lausanne, qui a montré que si on reprend toutes les thérapies, enfin, on fait une étude extrêmement globale de toutes les thérapies, au final, on retrouve la cohérence du thérapeute, ce qui serait l'inverse de la paradoxalité du thérapeute, la cohérence du thérapeute, son espoir thérapeutique, on peut faire quelque chose dans cette situation, et sa présence. Et donc ça, ce serait une notion qui chapeauterait toute école, qui est finalement donc qu'on va aider les gens, plus ou moins quel que soit le modèle d'intervention, pour autant qu'on les rencontre et qu'on ait un espoir thérapeutique et qu'on ait une cohérence du modèle. Alors le problème justement ici, qui me fait très souci par rapport à l'enseignement de la thérapie familiale, c'est le fait que de plus en plus les écoles de thérapie familiale offrent une sorte de buffet comme hier soir, avec toutes sortes de choses qu'on peut prendre dans les différentes écoles, avec une présentation des courants
thérapie familiale, un peu de thérapie structurale, milanaise, un petit peu de thérapie contextuelle éventuellement, etc. Et qu'ensuite, c'est l'étudiant qui a énormément de peine à retrouver une place pour cette cohérence de l'intervention dans un modèle cohérent pour lui, donc pour l'intervenant qui mobilise ses ressources apprises de la thérapie familiale dans un modèle cohérent. Et donc, ce que je vais vous proposer tout à l'heure, ça va être de penser à ce modèle de la thérapie contextuelle comme une forme possible de cohérence, justement parce qu'elle pose au départ que cette approche est multidimensionnelle. Voilà, je vais rester là si ça vous convient. C'est parfait. C'est la première fois qu'on est dans les temps. C'est la ponctualité suisse, c'est la première fois qu'on est dans les temps, dans ce colloque. Ok, merci. Bon, on comprend bien cette idée qu'au fond, si c'est le cerveau, alors c'est un handicap. Si c'est un handicap, on fait des thérapies d'accompagnement de la famille pour le handicap. Et donc, éducation thérapeutique, soutien de la famille, accompagnement de la famille, etc. Mais dans cette perspective-là. Oui, est-ce que j'ai bien compris? Ok. Merci pour cette clarification. Ça avec une perte, alors avec à ce moment-là la perte des éléments réels qui contribuent à la persistance des symptômes ou à l'échec thérapeutique et à la difficulté à ce moment-là d'intervenir pour des changements à ce sujet. Et parce que si on est, ou bien la psychose vient de la relation, mais si ça ne tient pas la distance, alors on laisse tomber. À ce moment-là, on a une grande perte sur les situations qui relèvent d'une double réalité multifactorielle, de l'élément induit par les besoins des membres de la famille et l'élément biologique dont on n'a pas toutes les données, mais qui est un élément biologique réel. Ok, merci beaucoup.